Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure générale, mes chers collègues. Nous abordons aujourd'hui en nouvelle lecture le règlement des comptes pour l'année 2015. Il s'agit ici de faire le bilan final de l'exécution budgétaire de l'année précédente, d'en tirer les enseignements pour 2016 et préparer les débats budgétaires pour 2017 qui se tiendront à la rentrée prochaine. Mes chers collègues, on ne saurait aborder ces débats sans parler d'Europe, car l'Europe est aujourd'hui au cœur des orientations budgétaires des États de la zone euro. Le Portugal et l'Espagne ne viennent-ils pas de faire l'objet d'une procédure pour déficit excessif qui les soumet à une possible sanction financière? Force est de constater que depuis 20 ans, et l'instauration de l'euro comme monnaie unique, l'intégration européenne s'est considérablement renforcée sur le volet budgétaire. On a d'abord eu le traité de Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance qui ont institué les sacro-saints indicateurs de déficit et de dette considérés comme excessifs dès lors qu'ils dépassent respectivement 3 et 60% du produit intérieur brut. Après l'explosion de la crise financière, les normes se sont empilées, six-pack, two-pack, ou encore le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de 2012, le TSCG, ce fameux traité que le candidat Hollande promettait de renégocier puisqu'il gravait dans le marbre l'austérité éternelle pour les peuples européens. On connaît la suite de cette promesse malheureusement restée lettre morte. C'est finalement un véritable corset budgétaire que les États européens ont progressivement consenti à endosser. Ils peuvent même faire l'objet de sanctions, comme je l'évoquais préalablement, pour les cas espagnols et portugais. Ainsi, lorsque les États ont une dette publique supérieure à 60% du PIB, ce qui est le cas de la plupart des membres de la zone euro, ils sont contraints d'adopter un rythme de réduction de déficit structurel supérieur à 0,5% du PIB par an et de mettre en place des réformes dites structurelles. Telle est d'ailleurs l'origine de la funeste loi travail, largement minoritaire dans le pays et que l'on impose aux Français à coup de 49.3. Par ailleurs, les dépenses publiques, vues comme le mal absolu, sont naturellement ciblées par l'Europe. Leur augmentation ne saurait dépasser ce que l'on appelle la croissance potentielle et si l'État ne rentre pas ou plus dans les clous fixés, il peut être sanctionné d'une amende qui peut aller de 0,2 à 0,5 du PIB de l'État en question. Cette Europe de l'austérité, cette Europe qui punit plutôt qu'elle ne protège, cette Europe loin du terrain, les peuples n'en veulent plus. Et ce corset budgétaire n'est certainement pas étranger au désenchantement des populations à l'égard d'une technostructure bien incapable de proposer des perspectives politiques à toutes et à tous. Dès lors, la France doit saisir le Brexit comme une opportunité. Depuis le référendum britannique, l'Union européenne cherche sa voie pour se réformer et recréer ce lien essentiel avec le peuple. Tour à tour, les dirigeants européens prennent la parole pour dire que rien ne saurait être comme avant. Ainsi du président de la République qui déclarait le 30 juin dernier que l'immobilisme conduirait tôt ou tard à la dislocation. Ainsi du Premier ministre qui appelle à la refondation de l'Europe. Bien plus que des paroles, la situation exige des actes forts et si notre pays n'endosse pas ce rôle que l'histoire l'oblige à jouer, l'Europe se condamnera au statu quo, à l'immobilisme et à la rupture définitive avec les peuples. Oui, notre pays doit prendre ses responsabilités. Nous devons jouer carte sur table avec l'Allemagne et combattre les projets rétrogrades portés par les néoconservateurs d'outre-Rhin. Monsieur Schäuble, le ministre allemand des Finances, n'est-il pas en train de préparer un contre-projet visant à renforcer la répression à l'égard des pays en déficit et ainsi tenter de tuer dans l'œuf tout projet politique européen ambitieux mettant la démocratie, l'emploi et l'investissement au premier rang des priorités? Que propose-t-il?
tout simplement de permettre à l'Union européenne de rejeter les budgets nationaux si ceux-ci ne remplissent pas les critères du pacte de stabilité que j'évoquais au préalable. Aussi propose-t-il le non-versement des aides structurelles si un État décide de ne pas se soumettre aux réformes exigées par Bruxelles. Enfin, considérant la Commission européenne comme trop politique, il conviendrait, selon lui, d'en réduire les prérogatives en matière budgétaire et de les confier à une autorité indépendante. Ces propositions sont tout bonnement ahurissantes, mais à vrai dire, elles ne sont guère surprenantes quand on connaît l'auteur. Elles visent à mettre la règle au cœur de la question budgétaire et que celle-ci s'applique de manière ferme et uniforme. Pire, elles visent à rompre définitivement le lien entre le pouvoir politique et les questions budgétaires, ce qui est par nature profondément antidémocratique. On confierait ainsi à des experts indépendants, des techniciens censés être neutres, le soin de juger la qualité des orientations et de l'exécution d'un budget, le mettant ainsi à l'abri des soubresauts de la vie politique et démocratique. Ces propositions sont de la pure folie. Quel est donc leur but ? En réalité, elles visent à garantir le statu quo. Et c'est bien là notre crainte. En préparant un projet politique délirant, le ministre allemand des Finances veut s'assurer de contrecarrer tout projet politique de solidarité qu'il voit comme profondément néfaste. Pourtant, cet ordolibéralisme que l'Allemagne sera parvenue à tous ses prétendus partenaires conduit à des politiques profondément injustes, inefficaces et dramatiques. Cet ordolibéralisme conduit à la paupérisation du plus grand nombre. Cet ordolibéralisme conduit à la généralisation de politiques déflationnistes qui s'avèrent économiquement et budgétairement ineptes. Loin de réduire l'endettement des États, ces politiques l'aggravent. C'est aujourd'hui une réalité incontestable. En définitive, mes chers collègues, l'Europe est aujourd'hui dos au mur et appelle à une reprise en main politique très ferme. Mais avec l'ancien Premier ministre luxembourgeois à la tête de l'exécutif européen, nous pouvons dire poliment que les choses sont mal engagées. Et quand on apprend que son prédécesseur, M. José Manuel Barroso, vient d'être nommé à la direction du siège de la banque américaine Goldman Sachs, banque qui a contribué à mettre les États à genoux durant la crise de 2008, on se dit aussi que le chemin à faire est long. Le budget 2015 de la France ne constitue en aucun cas une rupture avec cette Europe de l'austérité et de la politique de l'offre, marquée du sceau du bien mal nommé pacte de responsabilité. Ce budget consacre, avec le CICE, la diminution de la fiscalité des entreprises, sans ciblage et sans contrepartie. Une diminution financée par le recul des services publics, par le recul de l'État, par le recul des collectivités territoriales, par le recul de la sécurité sociale. Assurément, les options budgétaires retenues pour 2016 se sont également inscrites dans ce cadre. Et pour être tout à fait franc, nous n'en attendons pas moins pour 2017. En témoigne la décision prise par l'exécutif de renforcer le CICE. Il est prévu qu'il passe de 6 à 7 % de la masse salariale correspondant au salaire inférieur à 2,5 SMIC. Coût de cette mesure pour nos finances publiques, 4 milliards d'euros, portant le coût total du CICE à 25 milliards par an. Ce faisant, notre pays rentre de plein pied dans cette dangereuse concurrence fiscale que se mènent les États européens et qui les conduit à réduire progressivement l'imposition des entreprises pour pouvoir les attirer. D'où l'urgence d'aller vers une véritable coopération fiscale au niveau européen, priorité des priorités. Par ailleurs, et au-delà de son inefficacité sur l'emploi et l'investissement, s'il est décidé de renforcer le CICE, les risques sont nombreux de créer les conditions de ce que l'on appelle une trappe à bas salaire. On tasserait les salaires sur le bas de l'échelle, renchérissant le coût de toute augmentation substantielle.
les dangers d'une surconcentration d'allégements sociaux et d'allégements fiscaux sur les rémunérations aux alentours du SMIC sont connus et tout à fait dangereux. Nous tenions à vous alerter une nouvelle fois sur ce point. Au final, pour conclure, Monsieur le secrétaire d'État et mes chers collègues, les comptes 2015, comme ceux des années précédentes, sont marqués du sceau de la politique de l'offre, une politique aux conséquences néfastes sur notre société tout entière. Pourtant, les urgences incitent à l'action. Nouvelle architecture fiscale, justice économique, lutte contre la fraude, contre l'évasion fiscale, crise écologique, encadrement des rémunérations indécentes. Voilà des urgences à prendre en compte. Monsieur le secrétaire d'État, il n'est jamais trop tard pour revenir sur les chemins du progrès, de l'émancipation collective, de l'ambition politique et de la République exemplaire. Telles doivent être les vraies boussoles guidant l'action budgétaire aujourd'hui et par vos réactions, je constate que vous êtes très proche du discours que porte la droite de cet hémicycle. Merci, Monsieur Chassaigne. La parole est à Monsieur